Vous écoutez l'épisode 172 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Naïm Bouhouchma pour réfléchir aux liens que l'on crée avec les élèves au travers de son parcours. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Dans mon livre sur la gestion de classe, je parle de l'importance de créer du lien avec les élèves dans une relation d'apprentissage. Pour ça, il n'y a pas vraiment de recette. Il n'y a pas de recette toute faite. Et en plus, notre façon de le faire dépend énormément de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu, de notre vision des choses. Et ça, c'est d'ailleurs ce dont je vous parle dans mon second livre, Enseigner selon son profil. Donc pour illustrer tout ça, j'avais envie d'explorer la question en croisant les deux, c'est-à-dire comment un parcours de vie influence la façon de créer du lien avec ses élèves. Donc dans cet épisode, je reçois Naïm Bouhouchma qui est professeur d'éco-gestion. Et tout au long de cet épisode, vous pourrez soit glaner des idées pour votre propre gestion de classe, soit vous reconnaître dans certaines pratiques, soit au contraire prendre conscience de vos choix et de vos spécificités par opposition à ce que vous entendrez. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Naïm! Salut Émilie. Je suis trop contente de te retrouver dans mon podcast en retour. Je dis en retour parce que tu m'as déjà invitée dans le tien. Tu sais pas vraiment ce que j'ai prévu pour toi. Tu sais vaguement qu'on va parler du lien avec les élèves. Et puis pour moi, l'objectif en fait aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir comment toi tu fais du lien avec les élèves, mais aussi à l'aune de ce que tu aides, comment tu le fais, de ton parcours qui est très atypique. Et de voir comment tout ça a pu impacter ta relation à tes élèves aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve important, c'est de pouvoir donner à voir plein de façons de faire, parce que je suis convaincue que chacun a sa propre façon de faire et que au-delà de ce qui fonctionne, de ce qui a été prouvé par la recherche, etc., on a tous notre façon de nous emparer des choses et de les incarner, et ça pourra fortement inspirer d'autres personnes. T'es partant ? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Et effectivement, c'est un sujet qui me passionne en plus, donc c'est trop bien. Ouais, super. Donc, tu es prof d'éco-gestion. C'est bien ça. C'est ça. Après un parcours quand même assez atypique et inspirant, t'as eu une carrière de danseur et t'as fait des études de chinois et t'as un master interculturel dans les relations internationales, et finalement aujourd'hui t'es prof agrégé. Et j'ai fait mes recherches, j'ai fait comme toi. Et en fait, j'ai vu que t'as eu une scolarité en primaire qui était plutôt bonne, et tu disais que t'avais aussi plutôt souffert à partir du collège. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir en quoi ta scolarité et ton vécu scolaire, ils impactent ta manière d'être prof aujourd'hui. Waouh! Déjà, merci pour l'invitation, merci pour l'honneur et merci pour la présentation. C'est vachement sympa. Alors, je pense que ce qui m'a le plus impacté dans ma scolarité, en tout cas dans le rapport avec les profs à partir du collège, c'est la création d'un mur entre les profs et moi. C'est-à-dire qu'en primaire, tu as le même prof. Malgré tout, j'ai eu en primaire des profs qui ont vraiment fait l'unanimité. Notamment en CM2, on parle encore de ce prof-là. Je te donne un exemple très concret. Il n'y a pas longtemps, il y a eu quelqu'un, on a eu une perte, etc., d'un copain. Il est venu avec les photos de l'époque, etc., tu vois, pour te dire que vraiment, on l'a... on l'a marqué, il nous a marqué, quoi, tu vois. Donc, ce qui a changé premièrement au collège, c'est ça, c'est-à-dire cette rupture de lien qui transcende l'acquisition des connaissances et des savoirs,
qui va au-delà des notes et du programme. Et ça, je l'ai vraiment perdu. Et après, je peux le comprendre parce que ben, les profs au collège, ils ont plusieurs élèves, ils ont peut-être pas le temps de créer du lien aussi. Parfois, on a des volumes horaires qui sont très faibles aussi. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est le manque d'empathie. C'est-à-dire que plusieurs fois, je me suis plaint à certains profs avec lesquels je pensais avoir du lien sur certains problèmes perso. Alors, pas familial, hein, enfin pas familiaux, pardon, parce que ça allait très bien à ce niveau-là. Mais à l'école, du coup. Et en fait, on prenait en dérision ce que je disais. Et ça, c'était très violent à l'époque. Donc, je pense que ce sont ces deux phénomènes-là qui changent beaucoup par rapport à la classe de primaire, ouais. Donc, classe de primaire. Ouais. Et ce prof-là de CM2 qui t'a marqué, c'était quoi sa manière à lui de créer du lien avec vous? Déjà, il s'appelait Monsieur Sten. Je suis obligé de citer son nom. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour il écoutera ce podcast. Abonnez-vous, Monsieur Sten, si vous abonnez-vous au podcast d'Émilie, si vous entendez ça. Mais déjà, il avait un intérêt très fin de qui on était et de nos appétences. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à parler de ce qu'on aimait vraiment et à créer du lien avec ça. Donc ça, déjà, c'était extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, il était sévère. Il posait un cadre et on en avait besoin. C'est-à-dire qu'il posait clairement des limites et je pense que ça participe au respect mutuel et à la... Comment je peux dire ça, mais euh, au fait qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas faire via une hiérarchie implicite. C'est-à-dire que bah, c'est mon prof, c'est pas mon copain. Et moi, j'avais beaucoup de respect par rapport à ça. Et aussi, il s'intéressait beaucoup à nous. Et également, il nous ouvrait énormément culturellement. C'est-à-dire que on a fait tellement de sorties avec lui, on a fait tellement de projets. Et ça marque. C'est-à-dire que ben voilà, un prof qui te sort du quartier, qui te ramène au Louvre, qui te ramène à Paris, qui te ramène en classe verte. Enfin, on a fait tellement de sorties avec lui. Et ça marque vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté de nous sortir du quotidien et de nous ouvrir à autre chose. Et ça, je l'oublierai pas. Vraiment. Ouais. Je pense qu'il y a ce côté sortie du quotidien. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi sortir du quotidien scolaire pour créer cette relation? C'est-à-dire ce qu'il y a en dehors de la relation au sein des situations d'apprentissage. Clairement, et puis ça nous permet aussi de communiquer en dehors de la classe justement et en dehors de la cour. Et en fait, ça permet de redécouvrir l'autre parce qu'on est dans un Mhm. autre environnement et parce qu'on est dans autre chose que ben, sortez vos livres, tel exercice, etc. Donc ouais, complètement. Ça a participé à ce qu'on ait une jolie relation, sans aucun doute. Ouais. Ouais, et puis ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit à la fois il était sévère, il posait du cadre Ouais. et on en avait besoin, et en même temps, ben, il s'intéressait à qui on est, à nos appétences, etc. Et parfois on pourrait avoir l'impression que c'est soit l'un soit l'autre. Tu vois, même moi en début de carrière, ma première année, je me souviens, je me disais, faut que je choisisse. Et je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose quand on comprend qu'on peut faire les deux. Je suis vraiment d'accord avec toi, Émilie. Et puis, c'est vrai que ouais, quand on a. Tu sais quoi, j'en parlais hier avec un gars qui m'a dit ceci. Il m'a dit: moi, j'adorerais être prof, mais je peux pas être prof parce que je vais me faire écraser par les élèves. Et je lui ai dit: mais Mm. qui t'a dit ça? Il m'a dit: les gens autour de moi. Et je lui ai posé la question: est-ce qu'ils sont profs? Ils m'ont dit non. Enfin, il m'a dit non. Et j'ai dit: bah, tu vois, c'est souvent comme ça, en fait. Moi, je sais qu'à l'époque, Mm. les gens qui n'avaient pas l'agrégation m'ont dit que je l'aurais jamais. Pourtant, ceux qui l'ont eu m'avaient dit que c'était possible, tu vois. Et en fait, c'est souvent comme ça. Et on a l'impression, justement, au début de carrière, qu'il faut absolument froncer les sourcils et être super sévère, etc. Et j'ai une collègue qui m'a dit, elle a peut-être, je sais pas, 30, 40 ans de carrière maintenant, enfin plutôt 30. Et elle m'a dit, tu sais, je me souviendrai toute ma vie, la première année, en février, mes élèves m'ont dit, ben madame, vous avez des super dents, en fait. Elle n'a pas compris. Elle a dit: bah, pourquoi vous dites ça? Elle dit: bah, parce qu'on vous voit sourire pour la première fois. Et en fait, on ne savait pas que vous saviez sourire, que vous pouviez sourire. Wow. Et au contraire, moi, je pense que, encore plus peut-être aujourd'hui, on a besoin justement d'allier à la fois, je pose un cadre et c'est nécessaire pour toi, pour ton épanouissement et pour comment dirais-je, la relation qu'on va créer. Et j'insiste, il se co-construit. Il ne faut certainement pas croire qu'il s'impose. Et au contraire, quand on veut imposer un cadre, il y a une vraie cassure. Et en même temps, s'intéresser pleinement à eux parce que nos élèves sont dans l'affectif. Ça, c'est une évidence. Moi, c'est ce qui a été le plus criant quand j'ai commencé ma carrière. Vraiment. Et, et comment tu fais au quotidien pour t'intéresser à tes élèves? Je leur pose des questions. Mais je leur pose vraiment des questions. Et déjà, je me livre aussi à eux. C'est-à-dire que moi j'ai un petit adage comme ça, mais pour accepter, enfin pour aller là où je veux qu'ils viennent, il faut que j'accepte d'aller là où ils veulent que j'aille en premier. Parce qu'on va pas se mentir, quelle image ont les élèves de nous?
quelqu'un qui n'est pas dans notre monde, qui fume des pipes à côté de la cheminée et qui lit des livres toute sa nuit. Tu vois, mais c'est que ça, en fait, qui écrit des thèses à outrance. Et en fait, ils pensent qu'on n'est pas dans leur monde. Et moi, je m'intéresse vraiment à eux. Et dès le premier cours, en fait, quand je leur distribue la feuille de présentation, et je m'en fous de ce que les parents font, etc. Ça m'intéresse pas. Enfin voilà. Et je leur dis, vous voyez dans la case livre, dans la case dessin animé, je veux savoir si c'est One Piece ou si c'est l'Attaque des Titans. Je veux savoir si c'est Death Note ou Evangelion. Et là, ils me regardent comme ça en mode waouh, il a des rêves qu'on a. Si vous écoutez de la musique, je veux savoir si c'est Nino ou si c'est 21 Pilot. Et là, ils me regardent en mode waouh, il a des rêves qu'on a. Et en fait, déjà, dès le premier cours, ça casse une barrière. C'est-à-dire, oulala, on peut avoir des sujets de conversation et ça ne manque jamais. À la pause, monsieur, vous avez regardé l'Attaque des Titans, monsieur. Oui, on en parlera plus tard, vous inquiétez pas. Mais au moins, ça permet de distiller ça en eux. Et Ouais. je leur pose des questions. C'est-à-dire que ces fiches-là, je les lis, je prépare des questions. Et les cours d'après, je choisis deux, trois personnes en début de cours pour parler de ça à tout le monde et avoir une discussion devant la classe sur ça. Et je les prépare à ça. C'est-à-dire que voilà, s'il y a des personnes qui sont un petit peu introverties, etc., je dis au fait, on va parler de ça, vous êtes OK, préparez-vous, etc. Et donc, je m'intéresse vraiment à eux. Et je leur pose des questions. Et on en Ouais. parle en classe. Ouais. Je trouve ça génial et je suis complètement d'accord avec toi. Plein de gens, je pense, en t'entendant le dire, vont se dire ah mais oui c'est génial, je le fais, et d'autres ne s'autorisent peut-être pas à le faire. Et effectivement, c'est aussi créer du lien avec quelqu'un. Et forcément, on peut pas créer du lien et espérer créer du lien juste en imposant un cadre et en attendant que l'autre réponde à nos attentes. Quand on veut créer du lien humain avec une personne, que ce soit nos élèves, il faut qu'on aille chez l'autre, il faut qu'on aille s'intéresser à l'autre. Et ce à quoi ça m'a fait penser à quelque chose que je trouve important, et je pense que je crois t'avoir déjà entendu en parler aussi, mais c'est le jugement qu'on peut avoir aussi sur la culture, les appétences, les goûts des élèves. Quand on s'intéresse à l'autre, faut être aussi dans un... Ça parle aussi de nos capacités à nous à être dans l'ouverture. Si on demande aux élèves qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu lis, et que derrière on leur dit ah vous lisez ça, vous regardez ça, mais c'est pas de la culture ça, mais c'est pas moi je vais vous apprendre autre chose, vous allez voir, ça fonctionne pas. Et donc c'est aller chercher ce lien, aller chez l'autre, poser des questions et être aussi dans cette ouverture de pouvoir valoriser quel que soit ce qu'on reçoit en face. Je suis entièrement d'accord. Et en fait, là, tu poses un enjeu qui est très particulier et que malheureusement, je vois beaucoup en classe. Tu sais, moi, j'ai commencé avec des élèves de STMG. Ils veulent pas être là. Pour beaucoup, ils ont subi leur orientation. Et je dis pour beaucoup parce que chaque année, en début de cours, je demande de lever la main qui veut être là. Et il y a très peu de mains qui sont levées en réalité. Et moi-même, j'ai subi mon orientation, donc je sais ce que c'est. Tu vois, on m'a envoyé en électrotechnique, alors que j'étais absolument pas fait pour ça. Et en fait, l'enjeu dont tu parles, c'est en fait le poids des stéréotypes. C'est-à-dire que malheureusement, on a beaucoup de profs qui, avant même de découvrir leur classe, ont des stéréotypes sur celle-ci. Et ça pose un problème parce que ça ne s'efface pas avec le temps. Au contraire, on a un biais de conformité, enfin un biais de confirmation, pardon. C'est-à-dire que si tu as des stéréotypes sur les élèves, bien évidemment, tu vas créer des situations où les comportements vont vérifier tes stéréotypes en amont. Et, et, Et et, tu ne verras que ça. et tu ne verras que ça. Il paraît que les femmes enceintes ne voient que des femmes enceintes. Je sais pas. C'est vrai que j'en vois moins depuis que j'ai accouché. C'est vrai. La félicitation d'ailleurs. Mais, mais en tout cas, mais en tout Ah, cas, ça va, ça fait, ça ça fait déjà 12 ans. ça Hein. veut t'en parler comme si c'était hier, c'est drôle. Mais c'est vrai, oui, on peut avoir beaucoup de stéréotypes. Et c'est vrai que si on leur pose des questions pour ensuite juger leur appétence, bah, ça va ne faire que les rabaisser. Finalement, ils vont le ressentir en fait. Moi, je pense qu'il faut être sincère quand on s'intéresse à un élève. Et sur cette question-là, et je parle bien que sur cette question-là, il faut se mettre d'égal à égal. Et moi, j'adore leur dire, cette année, vous allez me faire découvrir plein de trucs. Et c'est trop bien. Hmm. Et pas plus tard Ouais. que là, le dernier cours, ils m'ont fait découvrir une émission sur YouTube. On a pu exploiter ça en plus pédagogiquement et c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Voilà. Génial. Mhm. Euh, Tu nous as parlé de ton prof de CM2. Ensuite, donc collège un peu compliqué, Mhm. perte de lien. Ouais. Est-ce que malgré tout, si tu creuses dans tes souvenirs au collège, il y a des personnes, alors profs ou autres adultes, qui ont réussi à créer du lien avec toi? Euh, Bah, franchement, il y avait des profs que je trouvais sympas, qui s'intéressaient à moi, qui voyaient, je pense, un potentiel qui n'était pas exploité. Je pense. Il y avait Madame Laval, une prof de SVT, qui était pas mal. Je la trouvais vachement charismatique, mais vraiment, c'était. Enfin, voilà. Après, il y avait des profs très farfelus. En fait, je me souviens de personnalités vachement atypiques, mais j'ai pas le souvenir d'avoir créé du lien avec mes profs au collège. Vraiment, il y avait un prof. Par contre, j'ai appris beaucoup de mes profs.
d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire que j'avais un prof d'histoire qui s'appelait Monsieur Veillère. Il nous parlait de la Seconde Guerre mondiale. On était dedans. Il jetait des grenades, il se cachait derrière les tables, etc. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est un cours, en fait. Là, je suis en train de vivre une expérience vidéoludique incroyable. Tu vois ce que je veux dire? On était à Hollywood, limite. Donc, en fait, ça m'a permis de donner des petites billes de, ah tiens, animer un cours comme ça peut être sympa. En termes de création de lien, il n'y avait rien. Et moi, je commençais aussi à être de plus en plus absent. C'est-à-dire que à partir de la quatrième, j'ai eu vraiment une scission manifeste avec l'école. Sixième, cinquième, j'étais très très bon. À partir de la quatrième, j'ai complètement lâché. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir créé du lien avec les profs. Et puis, je me rendais compte aussi que je pense que c'est parce que j'étais le plus jeune et j'ai sauté une classe peut-être, mais j'avais Ah, besoin toi aussi? Pardon? Toi aussi? Ouais, j'avais besoin de me faire remarquer en classe. Ouais. J'étais le bout en train de la classe, quoi, vraiment. J'avais besoin de faire des remarques, de faire rire, etc. C'était ma manière à moi de montrer que j'existe et que j'avais une importance, je pense, je pense. Ouais. Mm. Tu as dit un truc qui m'a interpellée en parlant de ta prof, dont j'ai oublié le nom, mais qui voyait en toi un potentiel non exploité. Mm. Et dans la thématique de créer du lien, ça me fait penser à une citation de qui déjà? Une citation de Goethe, pardon, une citation de Goethe, qui dit en gros de parler aux personnes, non pas comme elles sont actuellement, mais comme si elles étaient déjà ce qu'elles allaient devenir. Ok, waouh, c'est fort. Juste une petite coupure au montage pour vous donner la vraie citation de Johann Wolfgang von Goethe. C'est traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Voilà. Et du coup, il y a cette idée-là, tu vois, de potentiel non exploité, c'est-à-dire plutôt que de s'adresser à ses élèves comme on pense qu'ils sont et en étant soi-même limité à l'image qu'on peut en avoir dans un instant T ou à un moment T, mais de pouvoir s'exprimer à eux comme la personne qu'on sait qu'ils peuvent et qu'on veut qu'ils deviennent et de les élever de cette façon-là. Ouais, c'est trop fort. Et je pense que c'est la base, Émilie. En fait, tu sais, je pense qu'un bon prof, et attention, hein, je dis pas que j'en suis un, j'essaye d'en devenir un, tu vois, mais je pense qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui doit se remettre en question, savoir se remettre en question. Et je pense que l'élément essentiel sur lequel on doit réussir à se remettre en question, c'est sur ce qu'on pensait d'un élève. Je pense même pas, Mm. encore plus que nos cours, encore plus que nos stratégies pédagogiques, c'est tiens, je me suis trompé sur lui ou sur elle. Et ça, il faut l'accepter en fait. C'est-à-dire que si on inscrit dans le marbre ce qu'on croit penser sur un élève, on ne peut pas faire évoluer cet élève-là. On ne peut pas en tout cas Mm. l'aider à évoluer parce que bon, on est juste une cause. Et ça, c'est super important et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais le problème, et pardon, hein, tu vois, ça va être un petit peu tranchant ce que je vais dire, force est de constater que cette remise en question-là, elle n'est pas propre à beaucoup de collègues que moi j'ai rencontrés, en tout cas dans le second degré. Vraiment, je ne sais pas dans le primaire comment c'est. Moi, je pense que ça dépend effectivement des personnes et de là où en sont les personnes aussi avec elles-mêmes. C'est vrai. Mais je te rejoins et j'irais même un peu plus loin. C'est même pas que de se rendre compte. Ça, c'est même la deuxième étape, réussir à se rendre compte qu'on s'est trompé sur un élève. Mais je crois que la première étape, c'est même de se dire, je vais me tromper sur cet élève. En fait, qui je suis pour savoir de ma position que cet élève, il est comme ci, il est comme ça, parce que de ce que j'en vois, je le vois pas à la maison, je le vois pas évoluer ailleurs, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, donc il est comme ci, il est comme ça. Et pour prédire aussi, ben voilà, cet élève de toute façon, voilà ce que sera son avenir. On n'en sait rien. On peut être la rencontre aussi qui sert de tremplin vers autre chose, ou on peut être une marche là-dedans. Et je crois que se dire, en fait, je vais me tromper sur les élèves, je sais pas. Ça, tu vois, tu parlais d'aller les questionner, de leur poser des questions pour mieux les connaître, parce que ça aussi, ça donne une vision de ce qu'on n'a pas en classe, de ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas ce qu'ils aiment, on ne sait pas ce qui est important pour eux. Donc il y a toute une partie des choses qui nous échappent. Alors c'est un peu moins vrai en primaire parce que on passe la journée avec eux et on les voit dans plein de situations différentes. Donc on a peut-être une vision un peu plus globale, mais voilà. Trop bien, trop d'accord avec toi, vraiment trop d'accord avec toi. Et c'est vrai que, tu vois, même là, dernièrement, conseil de classe, parfois on se rend pas trop compte, mais c'est vrai que pour certains profs pour qui ça ne va pas, quand les élèves se livrent à toi, ouais, mais monsieur, on n'a pas de lien, enfin, c'est que bosser, participer, à aucun moment on s'intéresse à nous, à aucun moment, et ça ne peut pas fonctionner. Et qui plus est,
Là où quand même, je trouve, on commence à parler de sujets importants comme le bien-être à l'école, comme l'estime de soi à l'école, comme la confiance en Mm. soi à l'école. Moi, à l'époque, c'était pas des sujets qui étaient importants. Et là, je trouve qu'on parle de plus en plus de ces sujets-là. Et donc aussi à nous d'avoir conscience que, bah oui, les élèves ont aussi leurs souffrances, leurs traumas. Moi, j'ai des élèves cette année, enfin, vraiment, ils ont vécu des choses. Déjà à leur âge, je me dis, waouh, c'est fort d'être en cours, malgré ce que vous avez vécu personnellement. Donc, faut avoir conscience de ça. Moi, je Mm. pense qu'il faut axer notre stratégie sur le bien-être de nos élèves et de nos étudiants. C'est essentiel. Et je pense pas qu'on pourra atteindre un gap avant de, tu vois, atteindre enfin, un step avant de prendre à bras le corps ces questions-là. Ouais. Donc, collège, on passe le collège, orientation subie, électrotechnique. Là, des choses à dire sur le lien, la qualité du lien Ah bah avec les oui, profs. bah déjà j'étais en seconde et en seconde on avait considéré que j'avais pas le niveau pour aller en première S à l'époque. Moi je voulais devenir programmeur, je voulais aller à l'EPITA à Lille, à Paris pardon, qui est une école, qui était une école prestigieuse à l'époque. Je sais pas si c'est encore le cas, mais j'imagine que oui. Et pour ça il fallait faire une première S et bosser etc. Moi j'adorais les maths en plus, j'adorais ça. Mais on a considéré que j'avais pas le niveau. Et on m'a envoyé en lycée professionnel, en première STI. C'était option électrotechnique. Donc en fait, je devais travailler sur des circuits imprimés et sur je devais brancher des câbles, enfin faire de l'électricité en fait. Je ne suis pas manuel, hein. Je suis le mec le moins manuel que tu as invité parmi les personnes. Mais vraiment parmi toutes les personnes, hein. Je suis très nul avec mes mains. C'est bien de le savoir. Mais du coup, ouais, écoute, tu veux pas être là et on te met dans un endroit où tu veux pas être et on te fait comprendre que tu es là parce que tu n'es pas assez bon. Question, quels vont être tes résultats? Bah, ils vont être médiocres en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est logique. On ne pouvait pas attendre de moi que je m'épanouisse dans ce truc-là et que je me découvre. C'est pas possible. Et donc, ça a été de l'absentéisme. Et j'étais même dans un lycée. C'était le foin. Enfin, pardon, hein, mais c'était le foin. Et franchement, j'ai jamais été irrespectueux envers mes profs. Jamais. Ça, c'est un principe de base que j'ai et ça vient de mon éducation. Euh, mais, bah ouais, dans la classe. Il y avait des lancers de boulettes, pas sur les profs, hein, sur les élèves. Il y avait des trucs. Enfin voilà, à un moment donné, on rentre dans une classe, il y a pas le prof, ben les chaises ont volé par la fenêtre. Enfin, et j'en ai pas fait partie. Moi, je fais pas des trucs comme ça. Mais c'est pour donner un petit peu le contexte. On n'était pas là pour apprendre des choses. On était là Ouais. pour passer le temps et s'ambiancer. Et heureusement pour moi, je me suis fait virer de cet établissement vraiment. Et je me suis fait virer, c'était pas de ma faute. Attention, enfin, si j'ai frappé quelqu'un. euh, Pardon, et en plus, tu as vu, moi, je suis pas violent, tu me connais, Émilie. Mais en fait, j'ai frappé. En fait, il y a un gars, il m'a embêté toute l'année. Et toute l'année, j'ai patienté. Et un jour, je lui ai dit, bon, maintenant, t'arrêtes, parce que je te jure, ça va mal se passer. Et il m'a dit, bah, tu vas faire quoi? Et je l'ai frappé en cours et je lui ai pété le nez. Enfin, pardon, hein, peut-être que. Ouais, Ouais. Bah, en même temps, il avait attendu toute l'année. bah, c'est ça, il m'a fait vraiment. Et j'avais prévenu des adultes, hein. J'avais prévenu des Ouais. profs en disant, La je vais violence. lui faire. Enfin voilà, il va se passer un truc. Et on m'a fait passer pour un gars violent parce que je regardais des mangas en conseil Ah de ouais. discipline. Voilà ce que. Voilà. Et encore une fois, le poids des stéréotypes. Ouais, Et tu vois, c'était clairement. juste ça. On m'a jamais demandé si il y avait eu du harcèlement. On m'a jamais parlé de ça, tu vois. Et en fait, encore une fois, je me suis dit, waouh, les stéréotypes, c'est fort, en plus devant ma mère. Et heureusement, j'ai une maman assez intelligente qui m'a dit, me t'inquiète pas, tu rebondiras, c'est pas grave, ça. Leur parole ne vaut rien, mon fils. Par contre, elle n'était pas du genre à me défendre coûte que coûte, hein, c'est pas ça. Mais elle Mm. voyait bien que là, Ouais. c'était un petit peu, voilà, tranchant pour rien, quoi. Donc Ok. voilà, et donc je me Et retrouve. donc, ouais. Et alors, attends, avant que tu me dises où tu te retrouves, hein, donc on garde en souvenir que là, on est fin du lycée À la première. STI, de la première. Ouais. De cette expérience-là, qu'est-ce que tu gardes, toi, dans ta pratique de prof? Ah, super intéressant comme question. Et c'est trop bien parce que je t'avouerai un truc, j'en ai gardé des choses, mais j'ai jamais fait l'analyse de ce que j'en ai gardé. Donc c'est trop bien que tu me poses la question. Euh, Ce que j'en ai gardé déjà, c'est que si des élèves s'ennuient, tu les tiens pas. Déjà, Ouais, premièrement, c'est ça. ouais. Il faut ambiancer les élèves. Alors quand je te dis ambiancer, c'est pas voilà, aller au centre aéré, c'est pas ça.
Mais il faut vraiment, c'est d'ailleurs John Medina qui parle de ça, qui parle justement de découper le cours de 55 minutes en moments de 10 minutes, avec à chaque fois une accroche émotionnelle ou basée sur le storytelling, etc. Il faut toujours relancer l'intention. Stanislas Dehaene en parle trop bien aussi, tu vois. Et donc, premièrement, si tu t'ennuies, tu ne tiens pas ta classe. Et franchement, il y a plusieurs cours dans ma carrière où voilà, les élèves n'étaient pas attentifs. Et à la fin du cours, je leur ai demandé, je leur ai dit, le cours n'était pas top en vrai. Ah ouais, c'était pas ça aujourd'hui. Ils m'ont dit, ouais, effectivement, monsieur, c'était pas le meilleur cours qu'on ait fait, etc. Et ok, très bien, bah, on verra ce qu'on peut faire la prochaine fois. Donc, premièrement, j'ai retenu ça. Deuxièmement, tu peux avoir face à toi des élèves qui n'ont pas à être là et qui ne veulent pas être là. Et donc ça, il faut le détecter très rapidement pour voir ce qu'on peut faire en termes de motivation, pour voir si on ne peut pas donner du sens à ton projet. Et troisièmement, c'est ça. Il faut du sens dans nos apprentissages. Donc je pense que moi, ce que ça m'a permis de savoir, c'est ça. Et quatrièmement, tu peux avoir un élève dans ta classe qui ne va pas bien sans qu'il te le dise. Et Mm. c'est à toi aussi d'aller chercher, alors bien évidemment dans les limites de ce que tu peux faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des super-héros non plus, je ne suis pas un psychologue, Oui, tu vois, que les tout choses à soient fait. bien claires, je ne suis pas infirmier. Mais voilà, je pense que voilà ce que j'ai retenu de cette expérience, que je regarde avec sourire hein, finalement, parce que bah ouais, ça m'a permis aussi de devenir finalement qui je suis. Et puis voilà, j'aimerais bien quand même revoir certains profs. Vraiment, j'aimerais bien avoir une discussion avec eux, et notamment un CPE qui était... mais oh là là, enfin, ouais, je vois pas d'autre terme que médiocre et vraiment, enfin, tu vois, pas humain, vraiment, Mm. ouais. J'aimerais bien avoir une discussion avec eux, vraiment. Ouais, Ouais. je comprends. Pour clore le truc C'est et... ça. Tu te Ouais. rends compte du mal que tu as pu faire dans ta vie ou pas? Vraiment, c'est une vraie Ouais. question. Je pense qu'il y a des personnes qui ne réalisent pas le poids de leurs mots et aussi la statut qu'ils sont, enfin, le statut qu'ils ont et justement la posture qu'ils sont censés avoir avec les élèves. Mm. À un moment donné, les mecs, tu peux, enfin, ouais, j'ai vu des scènes, voilà, c'est pas. Ouais. T'as dit une phrase, t'as dit je suis pas un psy. Et j'ai bien aimé comment tu l'as utilisée parce que cette phrase, dans un autre contexte, elle pourrait vouloir dire moi je m'intéresse pas aux élèves, je suis pas là pour m'intéresser aux élèves. Alors que, et encore une fois, ce que j'aime bien, c'est ben, on peut dire ça tout en créant du lien. Et ça pose le cadre justement. On n'irait pas dire de n'importe qui, un ami à nous, notre voisin, etc., qui a des soucis, je vais pas l'écouter, je le calcule pas, je le laisse dans ce truc, je suis pas un psy. On le ferait pas ça. Hmm. Par contre, des fois, cette phrase, elle pourrait servir à dire non, on n'est pas des psys, on n'est pas là pour faire du lien avec les élèves. Mais si, en fait, on peut faire du lien avec les élèves sans jouer les psys. Et on peut faire du lien avec les élèves. Donc j'ai bien aimé le fait que tu dises, voilà, ben, en créant ce lien, ça nous permet de voir quand les élèves sont pas là à l'intérieur de leur tête, sont là physiquement, mais en vrai ils sont pas là parce qu'ils ont autre chose Hmm. qui les préoccupe, et ça peut être du harcèlement, ça peut être ben, parce qu'ils ont faim, ça peut être parce que c'est compliqué à la maison, et sans jouer les psys, sans jouer les sauveurs, sans jouer enfin, sans sortir du cadre, on peut tout à fait apporter de l'empathie et de l'écoute, et ce qu'on peut à notre hauteur d'enseignant. C'est ça. Déjà, la communication, c'est la base de notre métier. Il faut le savoir, quoi. Enfin, si on n'a pas cette envie-là de communiquer et de découvrir nos élèves, mais ça ne passe pas en fait. Et moi, je suis convaincu de ça. On a beau avoir les meilleures stratégies pédagogiques au monde, le meilleur cours du monde, s'il n'y a pas du lien, s'il n'y a pas de création de sens, s'il n'y a pas comment dirais-je, d'intérêt commun, ça ne passe pas. Mais par contre, quand je dis on n'est pas psy, c'est qu'il faut connaître les limites Mm. comment dirais-je, de son champ d'application et aussi de son savoir. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que parfois, en tant que prof, on est confronté à des problématiques qu'on n'imaginait même pas avant de commencer. Et c'est important de savoir se dire, là, je dois orienter vers quelqu'un, vers un professionnel, en fait. Et je pense que le lien avec l'infirmière, notamment, je dis infirmière parce que dans tous les lycées où j'ai été, c'était une infirmière, hein, mais le lien avec l'infirmière est important, le lien avec le CPE est important, et aussi de parler enfin, voilà, avec l'équipe pédagogique aussi, c'est méga important. Mm. Donc oui, c'était dans ce sens-là. Il faut écouter les élèves. Mais en fait, ils iront chercher des réponses ailleurs si on ne les écoute pas. C'est une évidence, en fait. Et peut-être que on peut leur apporter des choses et leur éviter de trouver des réponses qui ouais, qui parfois ne sont pas adéquates. Donc il faut faire Ouais. attention à ça. Ça les protège et ça nous protège. Tu vois, dans la déontologie du coaching, c'est ça aussi. Savoir l'étendue de ses possibilités, jusqu'où on peut aller, savoir où nos possibilités s'arrêtent pour pas aller au-delà. Et quand on va au-delà, c'est dangereux pour eux.
parfois dans certains cas, et c'est dangereux pour nous aussi parce qu'on se brûle les ailes, parce qu'on se surinvestit au-delà de ce qu'on est censé donner, de ce qu'on peut donner, sachant qu'on donne déjà beaucoup quand on est prof. De ouf. Donc, Entièrement ouais. d'accord. Ok, donc on est toujours en première, on continue, qu'est-ce qui se passe après? Ben, je me retrouve dans le 3e lycée le moins bien de France. Parce que moi, voilà, hein, moi je viens de la banlieue lilloise, donc bon, j'ai grandi dans un quartier qu'on pourrait classer défavorisé, même si je trouve qu'on est favorisé sur plein de choses. Enfin voilà, moi je suis très très content d'avoir grandi en banlieue, je suis très très fier de ça. C'est pas quelque chose que je revendique particulièrement, mais je me bats contre les stéréotypes tu vois, autour des banlieues, etc. Même s'il y a des choses qui vont pas, il faut le dire. Mais voilà, on est loin de l'image morose qu'on veut toujours, Ouais, je suis d'accord. étiqueté, même si, Véhicule. attention, il y a des choses qui vont pas et faut pas s'en cacher, faut pas l'occulter. Et donc, je me retrouve dans ce lycée-là. Je me retrouve en première ES. Et donc, Ouais. parce qu'il n'y avait pas de. Je crois qu'il y avait des voies technologiques, mais il n'y avait pas de voies professionnelles. De toute façon, je voulais plus faire ce que je faisais. C'était une évidence. Et donc, je me retrouve en première ES avec quelqu'un de mon quartier, en plus, que je connais. La première, ça se passe bien. Je viens, mais pas trop, parce que tu vois, il faut être là. Et en fait, à l'époque, la danse commence à me prendre beaucoup de temps. Mm. Genre, je m'entraîne dans les couloirs tout seul pendant la pause, tu vois, je break, etc. dans les couloirs, on passe, on me regarde comme un taré, etc. Donc c'était assez drôle. Là, alors je t'en parle quand même, mais il y a eu un vrai sursaut d'assurance. Pourquoi? Parce que en lycée professionnel, j'étais personne, j'étais pas visible entre guillemets. Et là, au lycée, je me rends compte que j'ai beaucoup de succès avec les filles en fait, à ce moment-là. Et, Ouais. et en fait, moi, je suis un enfant, beaucoup déprimé au collège. Mais quand je te dis déprimé, c'était une profonde dépression, tu vois. Et au lycée aussi. Et là, malgré tout, je commence à reprendre un petit peu confiance en moi, etc. Et ça participe à un renouveau, si je puis dire, tu vois. Ouais. Euh, alors attention, j'ai eu du succès avec des filles, c'est très discutable, hein. C'est juste que je sortais pas avec des filles, mais je voyais que que les De filles avaient un. l'intérêt. Tu Ouais, suscitais de l'intérêt exactement. dans le regard féminin. C'est tellement bien dit, tu vois. Et enfin voilà, après à l'époque, tu vois, j'avais un style aussi atypique, j'avais des piercings partout sur le visage, etc. Enfin, fallait l'assumer aussi dans un quartier, tu vois. Mais Ah, il n'y a plus de traces, hein. ouais, là, il y a plus de. Enfin, si, là, il est sur le lobe, enfin sur le lobe, la lèvre, La pardon, lèvre. il est cicatrisé, mais bon, passons. Et donc voilà, et donc je vais en cours en première, et en terminale, je ne vais plus en cours. Et à un moment donné, je me blesse et j'ai un plâtre pendant 3 mois. Et pour moi, c'est un argument pour ne plus du tout aller en cours pendant 3 mois. Bien évidemment, tous les élèves vont en cours avec un plâtre. Enfin, toi, tu mets des béquilles, puis c'est C'est- terminé. Moi, c'était un argument. À un moment, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous avez arrêté l'école? Et je dis non, vous inquiétez pas, je vais augmenter votre taux de réussite au bac, etc. Donc voilà, j'étais un peu impertinent, tu vois, à l'époque. Et, et en fait. Je me souviendrai toute ma vie, genre en mars, je crois, ou avril, je suis parti voir ma mère, je lui ai dit, viens, tu vas m'acheter des synthèses, s'il te plaît, à la FNAC, des cours, je vais aller chercher mon bac. Parce que je voyais que ma mère, elle était vachement inquiète. Et c'était pas possible pour elle que son fils n'ait pas le baccalauréat, tu vois. Alors, c'est une motivation qui est extrinsèque, mais malgré tout, elle avait Mm. l'importance d'être là. Et si tu veux, ma mère, en fait, m'a tellement couvert à ne pas aller à l'école. Donc ça aussi, c'est extraordinaire. Quand je lui parle, elle m'en croit pas. Elle me croit pas. Le matin, elle me disait, Naïm, est-ce que tu vas aller en cours? Et je lui disais, non, je veux dormir. Et donc, elle appelait le lycée, elle disait, bonjour, mon fils ne se sent pas bien, il viendra pas. Et elle m'a couvert comme ça toute ma scolarité. Et elle ne le croit pas aujourd'hui, hein, mais je te jure que c'est vrai. Et en fait, c'est cette confiance que ma mère m'a octroyée et qui est implicite en réalité, enfin qui était explicite, mais dont on n'a pas parlé à proprement parler, qui a fait que je me suis dit, non, Naïm, tu peux pas faire ça à ta mère. Tu dois ramener ton bac. Tu peux Mm. pas arrêter l'école comme ça, c'est pas possible. Même si la danse, ça commence à prendre un petit peu. Et donc, on a acheté des synthèses. J'ai bossé comme un taré. J'ai bu de la Red Bull et mangé du chocolat pensant que c'était bon pour la mémoire. Et la Red Bull pour ne pas dormir. Et j'ai bossé comme un taré, mais vraiment. Et du coup, je me souviendrai toute ma vie en SES. C'était Coef 7, ouais, avec l'option. Ouais, Coef 7, quelque chose comme ça. J'avais pris option maths. Je me suis dit, ça vaut un 8. J'ai dormi et j'ai eu 8. Et du coup, j'ai pu aller à l'oral en SES parce que je voulais avoir une note, c'est un gap pour aller chercher des points. Tu vois, quand tu as 11, tu sais pas si tu prends ça à l'oral ou pas. Et du coup, après, j'ai pris ça à l'oral et maths et philo. J'ai eu 14 à l'oral de rattrapage des SES et philo, je suis passé de 7 à 4. Je comprenais même pas ce qu'elle me disait. La nana, elle était perchée. Enfin bref. Et donc voilà, voilà ma petite expérience, mais beaucoup, beaucoup d'absentéisme. 230 demi-journées d'absence quand même. Quelque chose comme ça. Oui, enfin, ouais, un peu, 200 sur et 3,2 de moyenne le deuxième trimestre général. Donc ça Ouais. aussi, très belle perf.
Tu vois, vraiment. C'est pas s'il y a des parents qui nous écoutent, mais ne vous inquiétez pas, votre enfant n'aura jamais ces moyennes, vraiment, jamais, jamais. Et pourtant, tu l'as à faire un podcast, tu vois, c'est extraordinaire quand même. J'adore. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant aussi, justement, de se dire, toi, dans ce qu'on disait tout à l'heure, le déterminisme là, qu'on peut avoir des fois, de dire, mais en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer derrière dans dans la vie des élèves. Mais personne, Et excuse-moi, aucun prof aurait mis un copec sur moi, on va pas se mentir, Émilie. Tu vois. mais, mais c'est ça c'est ça la leçon, justement. Mm. C'est ça la leçon pour les profs. T'as dit, ma mère m'a couvert. Et en fait, moi, c'est marrant parce que je vois ça comme une implication forte, en fait. C'est-à-dire qu'après 16 ans, elle n'est plus obligée d'appeler le lycée pour te sauver la mise. Et le fait, tu vois, qu'elle continue, ça pourrait être un signe manifeste de désimplication ou de désinvolture, alors qu'au contraire, en fait, elle continue de s'impliquer, elle continue de te soutenir plus que de te couvrir, de te soutenir dans, ben voilà, moi je crois que tu vas continuer, je crois que tu vas aller au bout, et donc ça vaut le coup que j'appelle le lycée le matin pour t'excuser pour pas qu'il te vire. C'est exactement ça, tu vois. Et en fait, encore une fois, c'est l'intelligence à la fois émotionnelle et implicite de ma mère, tu vois. C'est Mm. extraordinaire. Et tu sais, je lisais un post sur LinkedIn d'un gars qui est très très fort. D'ailleurs, un jour, il a pris un de mes mails et il a balancé sur LinkedIn. Il m'a même pas cité, etc. Mais copié-collé. Enfin bref, le gars a un génie. Et bref, depuis, donc je lui ai dit, mec, faut pas faire ça. Au moins, tu me cites, etc. Tu vois. Enfin, je prends du temps à écrire mes mails, tu vois. Et bref, bon, il est très gentil, hein. Mais là, il a écrit un post où il parle justement de l'absentéisme. Et il dit oui, c'est un fléau, c'est inadmissible d'avoir autant d'absences, etc. Et je lui ai dit, bah, franchement, je vais pas te mentir. Moi, je suis très content que ma mère. Oui, en fait, il parlait de l'implication des parents dans l'absentéisme. Il disait que c'était inadmissible et qu'au contraire, les parents devaient être là pour pousser leurs enfants à aller à l'école. Alors, ça peut être vrai, mais moi, dans mon cas, ben non, en fait. J'étais pas bien à l'école, je me sentais pas bien à l'école, je déprimais quand j'allais à l'école. Ma mère l'a très vite compris, pourtant on n'en a jamais parlé, mais elle a très vite perçu ça. Et justement, c'est parce que ma mère m'a empêché de me confronter à un milieu auquel je ne voulais pas me confronter et qui me réduisait et qui me faisait mal, que j'ai pu développer mon potentiel intellectuel. Et donc, je pense que non, il faut pas. Tu vois, moi, la contrainte, ça ne fonctionne jamais pour moi. Enfin, c'est après, peut-être que je me trompe, mais même si parfois, attention, avec ses enfants, il faut prendre des décisions parce que Ouais. voilà, on doit, en tant que parent, il faut trancher. Mais je pense que c'est un petit peu discutable de dire que, bah oui, les parents ne doivent pas courir leurs enfants. Enfin, je suis désolé, moi j'ai un enfant, il se fait harceler demain, il veut pas aller à l'école, c'est hors de question qu'il y aille. Et on a beau me dire, d'ailleurs, j'ai parlé avec une de ses anciennes profs de ça. Mon enfant s'est fait, bon, mon enfant il est Asperger, tu vois, il est autiste, etc. Et il s'est fait embêter à l'école. Et moi, je lui ai toujours appris ceci tu n'es pas le premier à embêter. Mais si on t'embête, tu te défends. C'est hors de question que tu sois passif, hein, pardon. Et elle me dit, oui, vous savez, avec ce genre de propos, il risque quand même d'avoir des dépassements. Je dis, oui, mais mon fils sera pas la prochaine Lola, en fait. Paix à son âme. J'ai dit, c'est hors de question. J'ai dit, à un moment donné, vous voulez quoi? Que je dise à mon fils qu'il se fasse embêter et qu'en plus, il se laisse faire et qu'il aille voir un adulte qui n'est pas toujours là, en fait. Je dis, mais c'est hors de question. Je dis, donc, pardon, sur ce coup-là, c'est moi qui décide. Et la prof ne l'a peut-être pas compris, mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut travailler en co-construction avec les enseignants. Et c'est super important. Et je pense qu'il y a une fracture à ce niveau-là et qu'on doit travailler sur ça. Mais en même temps, voilà, moi je suis désolé, mon enfant n'est pas bien à l'école. Je ne le mets pas à l'école. Parce que ce qui m'importe en tant que parent, c'est son bien-être. Et son bien-être, c'est pas passer 1000 heures par jour devant la console. Hein. C'est pas ça, être bien. Ça, c'est du divertissement. Mais du coup, ouais, moi je pense que ma mère a eu cette intelligence-là, Mm. en dépit de la pression que ça peut être, tu vois, de ne Ouais. pas mettre son enfant à l'école. Après, l'idée, je pense que pour les personnes qui écoutent, c'est pas d'en faire une généralité, c'est que ben, par rapport à ta situation, je pense à ton fonctionnement sûrement atypique le potentiel qu'elle a, ce qu'elle connaissait de toi, ta situation, bon bah voilà, ça fonctionne. Évidemment, pour d'autres, de les couvrir tous les matins quand ils se lèvent pas, c'est pas forcément utile non plus. Enfin, l'idée, c'est pas de faire une Complètement. généralité, mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est aussi de ne pas juger. Tu vois, c'est-à-dire que de pas faire de généralité dans un sens comme dans Mm. l'autre. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Entièrement d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore chez toi, c'est cette prise de recul que tu as toujours dans ce qu'on peut apporter dans les podcasts ou même dans ton contenu, de oui, mais, tu vois. C'est-à-dire que on n'en fait pas une vérité absolue. Il y a
quand même un environnement, un contexte. Et merci parce que c'est important. Tu vois. Moi, justement, j'ai tendance à être très tranchant. Tu vois, et toi, je trouve que tu as cette qualité-là qu'il faudrait que je développe un peu plus. Ouais. Merci, Ouais, je t'en merci prie. pour le Non, je complément, t'en je prie prends. vraiment. Donc là, on est le bac en poche. Euh, Est-ce que là, quelque chose à dire? On était sur le lien avec les élèves et ta pratique. Ouais. Je me souviendrai toute ma vie, il y avait j'étais très triste parce que, bon, alors moi j'ai sauté, hein, mais vraiment. Je me souviendrai, punaise, t'imagines la pression, ma mère me prend au résultat de rattrapage. Je suis avec un pote de ma classe là, avec qui j'ai grandi, qui passe au rattrapage aussi, et je ne vois pas mon nom dans la liste et je l'entends crier. Et je me dis, waouh, le retour. Ma mère, avec son fils qui ne l'a pas et l'autre qui l'a, ça va être beau, même si elle aurait été très contente pour lui. Et en fait, je vois mon nom et je ne crois pas mes yeux. Et là, malheureusement, il y a une de mes camarades, c'est la deuxième fois qu'elle ne l'avait pas. J'étais très, très triste pour elle. Et là, en fait, ça m'a montré aussi la difficulté face à l'échec tu vois, d'un examen. Ça Mm. m'a autant marqué que moi avoir le concours. Tu vois, ça m'a autant marqué. Et donc, voilà, donc c'était bien. Et ouais, très bon souvenir de ce lycée-là. C'est le lycée Émile Zola de Waterloo. Je crois qu'il est troisième pire lycée de France, il me semble, dans le classement de l'étudiant là chaque année. Mais franchement, moi j'en garde un très très bon souvenir, des profs excellents. Et d'ailleurs un prof avec qui je suis collègue aujourd'hui qui était prof à l'époque. Ouais. Et ça c'est Génial, extraordinaire. Donc voilà pour le génial. lien. Donc j'ai retrouvé un de mes profs Trop dans, bien. dans mon lycée. Ouais, c'est trop bien ça. Trop cool. Moi aussi, j'ai mon prof, j'ai croisé ma première année, mon prof de CM2, il était coordinateur du réseau de là où je Ah, travaillais. c'est fou ça. Ok, et donc là, bac ES en poche, Ouais, études. ouais. Bah études, je vais à la fac. Je m'inscris en économie-gestion parce que mes potes vont en économie-gestion. Je sais même pas ce que je veux faire de ma vie. La danse, en fait, je veux être danseur. Je veux. Après, j'ai toujours fait de la danse, pas en me disant que ça allait être mon métier. Mais là, je sentais que si je travaillais sérieusement, il y avait peut-être moyen de faire un truc. Et donc, la danse me prend de plus en plus de temps. Je suis vraiment passionné. J'en fais minimum 3 heures par jour. Je m'entraîne comme un taré, etc. Je bouge beaucoup aussi. Je commence à faire des compètes à droite et à gauche, etc. Et en fait, je me souviendrai toute ma vie. On se chauffe avec un pote d'enfance pour aller en cours d'économie-gestion. Et un samedi, on va. Et c'est un samedi matin, déjà, c'est chaud. Tu vois, moi qui suis absentéiste, me réveiller un samedi matin pour aller en cours, c'est une belle perf. Et en fait, c'était histoire de la pensée économique. Et il y avait un mec dans l'amphi qui lit son truc. On était peut-être 15 dans un amphi immense. Tu vois, c'était vide. Et il lit sa feuille. Et à un moment donné, il commence à sortir une clope et il commence à la fumer. J'ai dit, je ne peux plus être là. C'est pas possible, tu vois. Moi qui ai besoin de liens, etc., c'est mort. Et donc, ben, j'ai plus été en cours pendant un an. Je me suis pris une petite année sabbatique. Enfin voilà, j'ai vraiment bossé dans ma danse, etc. Et donc voilà, j'ai fait une année d'économie-gestion, mais voilà, j'étais inscrit, on va dire. Ok. Et le chinois, il arrive quand dans l'histoire? Bah, les Chinois, il arrive l'année d'après. Donc, alors, le truc de fou, c'est que je travaille cette année et je dis à ma mère, maman, je vais aller au Japon l'année prochaine. Elle me dit oui, c'est ça, mon fils, etc. Tu vois, partir en Asie, dans le quartier, il n'y a que les grands qui l'avaient fait. Et encore, ils avaient été en Thaïlande. C'était une perte dans le quartier, tu vois. Et là, avec 5 potes, on se dit, on prend nos billets. Et donc, je travaille cette année pour pouvoir aller en Asie. Et donc, en juillet, je pars au Japon. Et là, je pars en Thaïlande, en Malaisie et au Japon. C'était même pas prévu qu'on aille au Japon à la base. On a trouvé un billet en Thaïlande et on s'est dit, bah, on y va. Dépaysement total. Ouverture culturelle extraordinaire, remise en cause de la vie, remise en cause de ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire de faire des études, d'avoir un travail, de rester dans une boîte pendant 40 ans, d'espérer avoir une retraite pour enfin vivre correctement. Et en fait, je vois des gens qui sont dans une simplicité et qui prennent le temps de prendre le temps. Et moi, ça, je ne connaissais pas. Je connaissais pas. Des gens qui vivaient enfin, j'ai connu ça dans le quartier, mais je veux dire, là-bas, c'est un autre niveau, en fait, tu vois, c'est un autre niveau. Et donc, je me dis, waouh, il y a des gens qui vivent comme ça. Et en revenant, moi, j'ai toujours adoré les mangas et la culture japonaise, tu vois, depuis mes 12-13 ans, tu vois. Et d'ailleurs, c'était très atypique à l'époque de regarder des mangas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai un pote qui est parti vivre au Japon, donc je l'ai visité à ce moment-là, etc. Et en fait, en revenant, je veux faire du japonais. Je me dis, non, je suis trop amoureux de cette culture et tout, faut que je fasse du japonais. Et en fait, ce qui se passe, Émilie, c'est que mes potes me disent, Naïm, mais vraiment sur la file d'attente de l'inscription à la fac, Naïm, la Chine, c'est en train de cartonner. Le commerce international, ça va être la Chine. On est en 2006 hein, à l'époque. Faut que tu fasses du chinois.
fais une licence de chinois, LV2 japonais, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est juste la langue. Et il paraît que, tu vois, sur les parties culturelles, etc., le programme, il est très lourd, donc viens en chinois. Je barre japonais, je mets chinois, LV2 japonais, je m'inscris comme ça en LV2 japonais. Et surtout, je m'étais dit, je vais pas aller en cours et mes potes vont me donner les cours, vu qu'ils sont beaucoup plus assidus que moi. Et pour les partiels, ben, je vais assurer comme ça. Donc en fait, le chinois, c'est j'ai suivi mes potes. Mais vraiment, tu vois, ça s'est fait comme ça et ça s'est fait au dernier moment. Si j'avais pas été avec eux m'inscrire, j'aurais fait du japonais. C'est trop marrant. Ouais, ça me fait penser, bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais Non, mais ça me fait vas-y. penser à mon orientation Ouais, où je m'étais dit, je vais faire des écoles de commerce, machin. Je me suis inscrite en DUT, gestion des administrations à Descartes, ok. etc. Et une fois le bac en poche, je me suis dit, bah en fait, non, je me suis inscrite en doc d'allemand Doc, doc au d'allemand. mois de juillet. Mais non, t'as fait de l'allemand? Ah, excellent. Je faisais allemand LV1. Ok. Et donc, je me suis inscrite en doc d'allemand. J'avais vu qu'il y avait la linguistique qui me faisait de l'œil dans un petit article dans l'étudiant. Je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien ça, mais bon, je vais pas choisir mon orientation sur un petit article. donc, donc voilà, et j'ai fait 6 mois en doc d'allemand et en janvier, je me suis réorientée en linguistique. Ça t'a pas fait kiffer? Comment? Le doc d'allemand, ça t'a fait kiffer? Euh, J'ai bien aimé certaines choses, mais ce que j'ai surtout aimé, c'était mes UE de découverte sur la linguistique. Donc Ok. voilà. Donc les petits changements d'orientation là en 10 minutes ou 2 jours, Ouais, c'était mais c'est rigolo. ça. Mais ça va être et même ça va être de plus en plus fréquent aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tu vois, on veut maintenant, enfin bientôt, fœtus, on va demander au fœtus ce qu'il veut faire, quoi. Enfin, faut pas déconner, tu vois, à un moment donné. Et alors qu'on aura plein de changements d'orientation, je pense, de Ouais, plus en plus fréquents, tu ouais, ça aussi c'est intéressant de vois. Bah ouais. savoir. Du coup, donc en chinois, tu as eu des profs qui t'ont marqué et qui ont su créer du lien d'une manière ou d'une autre. En chinois, c'était extraordinaire. Déjà, on était dans une salle de 25. Tu vois, donc déjà, on était dans une salle de classe. Donc, c'est beaucoup plus intimiste que, tu sais, avoir des cours à la fac, enfin, en amphi, etc. Tu Ouais. vois. Et en fait, je suis tombé sur des sommités, mais je ne le savais pas. Par exemple, il y avait celle qui gérait, qui chapeautait, tu sais, pas l'UFR, mais la licence. Elle traduisait des livres dans des maisons d'édition. Elle-même, elle écrivait. J'avais une prof qui venait de Chine, avec un accent très, très, très prononcé, qui était très, très forte, justement, en linguistique, etc. J'avais une prof de littérature ancienne, de littérature classique plutôt, et de philosophie chinoise, de pensée chinoise, qui avait un accent italien et qui parlait avec ses gestes, etc. J'avais un chercheur sur Taïwan, mais ça, je l'ai su qu'à posteriori. Et en fait, les cours, je les buvais. C'était tellement intéressant. Et c'est en fait à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que finalement, apprendre, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que, en tout cas, apprendre des livres, etc., c'était extraordinaire. Et c'est eux, ouais, qui m'ont montré que bosser son intellect, c'était hors du commun. En fait, peut-être que je le faisais avant, mais j'en avais pas conscience finalement. Et j'ai adoré ma licence de chinois, mais vraiment adoré. J'ai eu des profs hors du commun. Il y a pas un cours qui m'intéressait pas en fait. C'était vraiment, c'est moi qui venais chercher mes potes. Tu vois, enfin, je révisais comme un fou, mais parfois même, je me souviens, il y a un pote qui est venu me voir, je me souviendrai toute ma vie, un samedi, il y a un pote qui est venu me voir à 21h. Il me dit, ben, tu viens, on va en soirée, parce que la soirée avant, c'était mon espace d'entraînement. J'allais en soirée pour danser, parce que d'ailleurs, le hip-hop, c'était dans les clubs, etc. Enfin, tu vois. Mm. Et, euh, et en fait, il est parti à 21h, il est revenu à 4h du matin, j'étais encore en train de bosser sur mes caractères chinois, etc. Il m'a dit, t'as bossé toute la nuit? Je dis, ouais. Et en fait, j'étais en mode, pas érudit, mais vraiment, c'était une licence qui était extraordinaire. Et j'ai énormément de gratitude vis-à-vis de ces enseignants. Franchement, ils m'ont beaucoup inspiré. Ouais. Et bien justement, c'était ça ma question. Qu'est-ce qui t'ont inspiré alors pour ta pratique aujourd'hui, peut-être dans le lien qu'ils ont pu créer Mm. ou comment ils ont pu te motiver, t'intéresser. Mm. Qu'est-ce que... Ouais, ce que je retire d'eux, hein, vraiment, c'est que, alors, parfois, et toi aussi, enfin, on a des cours, ils sont pas vachement passionnants, mais pourtant, faut les donner, tu vois. Enfin, voilà, c'est un peu embêtant. Mais là, je pense qu'il y avait quand même une souplesse dans les cours qu'ils nous donnaient. Et ce que je retiens d'eux, c'est que sois passionné, tu passionneras. Si t'es pas passionné par ton sujet, tu vas pas réussir à toucher les autres. Et en fait, c'est l'émotion qui nous touche. Moi, je sais que ce qui me touchait dans leurs cours, c'est parce qu'ils parlaient avec leur cœur, en fait. Et ils étaient eux-mêmes passionnés par la matière. Alors, je ne vais pas te mentir que je ne suis pas passionné d'économie-gestion, vraiment pas. Mais par contre,
je pense être passionné de la manière avec laquelle je transmets l'économie de gestion. Tu vois, c'est ça qui me passionne. Hmm. Et de me dire comment je peux créer du lien avec ce que les élèves vivent dans leur quotidien. Et d'ailleurs, ma matière permet beaucoup ça, et ça, c'est vachement chouette. Mais ouais, la passion. Tu vois, moi, ce que je retiens d'eux, Ouais. c'est soit passionné. Et aussi des tips pédagogiques, c'est-à-dire, malgré tout, ils savaient capter l'attention, ils savaient rebondir. Madame Naour, elle était petite, mais elle avait une autorité. Il n'y a personne qui parlait avec elle. Et pourtant, moi, tu vois, je sortais des pires lycées de France, etc. Bah, je peux te dire qu'en cours, je me tenais à carreau, hein. Et j'avais certainement pas intérêt enfin, voilà, à faire une vague ou autre. Et donc, ils m'ont appris tout ça, quoi, tu vois. Hmm. Ouais. Et du coup, c'est ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est la passion, et c'est pas forcément. Alors pour certains, c'est la passion pour la discipline, mais parfois ça suffit pas, du coup, pour réussir à durer et à engager les élèves, etc. Mm. Mais c'est en tout cas d'avoir cette flamme, des fois j'ai envie de dire ça, parce que ce truc qui t'anime, en tout cas, que ce soit la passion de la transmission, que ce soit la passion de faire grandir l'autre, que ce soit la passion d'émanciper l'autre, moi c'est personnellement ce qui m'anime, ou la passion de partager quelque chose. Et en même temps, euh, derrière ce mot passion, c'est pas forcément de la maîtrise. Parce que du coup, la maîtrise, c'est peut-être ça. C'est pas forcément de la maîtrise de son sujet, c'est l'envie de le partager. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu sais, il y a des frustrations qui peuvent se créer. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as fait. Regarde, je te donne un exemple, l'agrégation. Mm. J'enseigne peut-être 3% de ce que j'ai vu dans l'agrégation. Et du coup, quand tu es passionné par ta matière, tu peux vraiment être frustré en te disant, bah, finalement, le niveau que j'ai acquis en anglais pour être prof, bah, aujourd'hui, il commence à être un petit peu obsolète et je pratique malgré tout en cours, mais beaucoup moins que ce que je voudrais, etc. Et donc, ça peut créer des frustrations en réalité d'être passionné Mm. uniquement par sa matière. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est de voir les élèves grandir. Moi, c'est ça Mm. qui me passionne. Ouais, moi aussi. C'est vrai. Ouais. Enfin, voir les élèves, les gens, les coacher, de voir les gens avancer et grandir et Et s'émanciper. c'est ça. Et leur permettre de voir ce qu'ils ne voient pas au premier abord. Mm. Moi, c'est ça. Pour moi, une réussite, c'est ça, tu vois. C'est ça. Dommage qu'on a distance, je t'aurais checké. Bah, en même temps, t'es coach, tu vois. Et c'est un coach, c'est Ouais, ça, hein, finalement, tu vois. Enfin, ouais, c'est tout à fait ça. mm. Génial. Donc du coup, bah, on a découvert au travers de cette petite discussion que donc après, du coup, après le chinois, il y a eu la grecque. Enfin, il y a eu du coup le CLPLP, le CAPES. Ouais, il y a eu mon échec d'abord. Il y a eu mon échec Ouais. important, tu vois. Donc, déjà, deuxième année de chinois, j'arrête le chinois parce que la danse me prend trop de temps. Je commence à être appelé sérieusement, je commence à donner pas mal de cours, je commence à gagner beaucoup de compétitions. Là, on est en 2008-2009, tu vois, ça commence vraiment à prendre sérieusement. Et donc, j'arrête ma licence parce que la danse me prend trop de temps. Mais vraiment, tu vois, ouais, je suis à plein temps dans la danse, je kiffe, je découvre le monde, je suis invité dans des pays que je n'aurais jamais visités. Je vais au Kazakhstan, je vais 2 fois en Russie, je vais en Autriche, je vais en Pologne, je vais en Suède, je vais en Italie, enfin, je vais partout en Europe et un peu en Asie, je vais en Corée du Sud, enfin, c'est incroyable, tu vois. Et donc, je mets ça de côté et à un moment donné, je me dis, est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Je ne le pense pas. Je pense pas que je voulais être danseur toute ma vie. Il y a aussi la question du rapport au corps, etc. Tu vois, enfin bref. Et du coup, bah, je reprends ma licence de chinois, je l'ai, c'est génial, je retrouve mes profs, ils sont super contents de me retrouver, je suis super content de les retrouver. Je vais dans la suite de cette licence-là, c'est RICI, Relations internationales et coopération interculturelle. En fait, c'est un peu LEA version chinois, tu vois. Et dans ma classe, tu as des Coréens, des Chinois, bref, c'est extraordinaire. Je suis dans ce microcosme comme ça, ultra, enfin interculturel, c'est vachement enrichissant. Je m'éclate, j'arrive major de promo, ça c'est extraordinaire aussi. Et après, je sais pas ce que je veux faire. Je travaille dans un kebab, mais vraiment, tu vois, à côté. Et j'ai un pote qui me dit, qui était danseur aussi, qui me dit, bah moi, j'ai passé mon concours d'EduxP. Ensuite, je suis devenu prof. Est-ce que ça te dit de devenir prof? Je lui dis, bah non. Il me dit, si, deviens prof. Je sens que tu peux être un bon prof et tout. Et moi, je me souviens que dans les cours de danse, j'adorais la pédagogie, tu vois, vraiment. Et quand tu donnes cours en Suède, tu donnes pas de la même manière cours que tu donnes cours en Italie à une classe de 12. Au Kazakhstan, on était 120, j'étais sur un podium. Enfin, et tout ça m'a permis de développer un petit peu de pédagogie, tu vois. Même beaucoup en réalité. Ouais. Et donc, je passe le CAPLP, donc c'est le concours pour enseignant lycée professionnel en économie-gestion que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'économie-gestion, quoi, tu vois. Enfin, c'est mon pote qui me dit, Oui. t'inquiète. Et donc, je ne l'ai pas. J'ai 10 sur 20 en notes de synthèse et 5,5 en marketing. J'avais bossé un an. J'avais vraiment bossé très, très dur pour ça. C'était ma porte de sortie financière aussi. Tu vois, j'avais pas de situation à l'époque. J'étais déjà papa. J'étais même dans un logement très compliqué, etc., au niveau de l'insalubrité, etc., mais j'avais pas les moyens d'aller ailleurs.
Et donc, je l'ai pas. Et ça a été un petit peu compliqué, Émilie. Et donc, je me suis dit, ouais, t'es peut-être pas fait pour ça. Tu vois, les doutes là que t'as, Ouais, t'es pas fait pour ça. C'était trop haut, ouais. tu vois. Laisse tomber. D'ailleurs, je m'étais même pas inscrit au CAPET, qui est le lycée enfin, qui est le concours pour enseignants lycée technologique. Et après, je me pose la question, pourquoi t'as pas réussi, Naïm? Bah, en fait, tu as mélangé tes fiches Bristol. Et donc, tu ne sais pas apprendre. Voilà. Et donc là, on est en 2014 et je commence à lire la littérature américaine sur le sujet de la mémorisation. Et je tombe sur les écrits de Tony Buzan notamment. Et là, je fais des mind maps et je me dis, mais je vais cartonner mon concours. Et j'ai 19,33 en note de synthèse, qui est la meilleure note de France. Je m'en rends compte après dans le rapport du jury. Et à l'oral, avec les copains qui m'ont aidé, je le cartonne et je deviens enseignant stagiaire à ce moment-là en lycée technologique, dans un lycée que tout le monde me dit, ouh là là, bon courage, mets ton gilet pare-balles, tu vas souffrir. Fais Mm. attention à toi, tu vois. Et donc ça commence comme ça un petit peu, tu vois. Et on est en 2014-2015, ouais, quelque chose comme ça. Ok. Donc, au final, Bah donc au final, je retrouve des élèves qui sont, mais tout de suite je le vois dans l'affectif. Et au début, moi, je pensais qu'il fallait être très très dur parce qu'on m'a dit, faut pas rigoler avec eux, etc. Donc j'arrive, vous vous rangez, ici c'est bonjour monsieur. Quelqu'un il me dit bonjour, je dis dans demi-tour, bonjour monsieur. Et en fait, mais je suis pas comme ça, tu vois. mais je rigole, mais parce que je pourrais te raconter exactement la même chose Pour dans toi, mes deux, trois premières c'est années, vrai. hein. Ouais, ouais. Ah, laisse tomber, tu vois. Et même si, attention, même si je pense que les premiers instants sont primordiaux et stratégiquement parlant, il faut ne rien laisser au hasard dans l'accueil, dans ce Mm. que tu permets de faire, dans ce que tu permets de pas faire, etc., etc. Et je pense que ça va mettre le train sur les rails pour le reste de l'année, que ces moments-là sont importants. Mais pas comme ça. Bientôt, j'allais leur faire chanter la Marseillaise, tu vois ce que je veux dire? Faut pas déconner. Et donc voilà, et en fait, à la fin, il y a un élève qui me voir qui m'a dit: «Monsieur, j'ai adoré parce que moi, je veux devenir gendarme et cette rigueur-là, elle nous manque. Et donc merci». Je dis: «OK, bon, super». Et je me souviendrai toute ma vie, à la fin de ma première heure, j'avais le dos trempé. Ma Ouais. chemise, le dos était trempé, enfin bref. Et en fait, je passe une année qui est extraordinaire et je me souviendrai toute ma vie. Le proviseur au premier entretien, il me dit: «Ça se passe comment?» Je dis: «Bah, ils sont dans l'affectif là, vos gamins de STMG dont tout le monde dit du mal et qui vont retourner à la classe ou je sais pas quoi. En fait, ils ont un cœur pas possible. Ils sont dans l'affectif. Et celui qui n'a pas compris ça, ben, c'est chaud en fait. Et il me dit, bah, ça fait plaisir d'entendre de telles paroles. Et à la fin de l'année, je me souviendrai toute ma vie parce qu'on commençait à parler de moi, hein. Dans le lycée, on m'appelait l'OVNI. Un petit peu comme Jules, tu vois, pour la ref. Genre, je faisais des checks personnalisés à chaque élève en fonction de l'orientation qu'il voulait avoir professionnelle. Genre, il y avait une fille qui voulait être avocate, on faisait ça. Tu vois, enfin voilà, on travaillait dans un snack, on tournait comme ça avec le kebab et tout. Enfin, bref. Et en fait, c'était trop bien. Et je me souviens, il y a une CPE qui me disait, tu vas pas plaire à tout le monde dans ce métier, Naïma, je te préviens. Et ça s'est vérifié. Et en fait, le proviseur m'a dit, je vous mets 40 sur 40 parce que je peux pas vous mettre plus. Et vous avez Trop fait une bien. année qui est extraordinaire. Ça s'est fini en larmes avec les élèves. Il y a eu des cadeaux. J'ai encore contact avec certains de mes élèves de cette année-là qui me donnent des nouvelles. Bref, une année extraordinaire qui me conforte dans le fait que je peux être un bon prof, que je peux tirer les élèves vers le haut, et c'est aussi pour ça que je fais ça. Et truc de fou, c'est que je suis major de promo en Master MEF. Donc ça aussi, tu vois, Ouais. incroyable. Et je commence à former des profs très rapidement. Donc voilà, tu vois, ça me tombe Ouais. dessus et incroyable. Incroyable. Trop bien. Ah, laisse tomber. Et donc, t'avais la grille à ce moment-là Non, déjà? j'avais le capet et justement mes formateurs commencent à parler de la grève. Je savais même pas ce que c'était, Émilie. Je ne savais pas. Et en fait, j'entends qu'ils parlent de la grève. Je dis bah tiens, ça a l'air bien ce truc-là. Je vais y aller. Et ils me disent non, faut pas que tu y ailles. Je dis bah pourquoi? Ils me disent bah t'as une licence de chinois. Tu vois, c'est des trucs. Les gars, ils ont fait que une licence d'économie-gestion. Ils sortent de l'ENS Cachan. Laisse tomber. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas fait pour toi. Et en fait, je me suis rendu compte que eux ne l'avaient pas. Et c'est pour ça qu'ils me disaient de pas y aller. Et du coup, vu que je suis taquin, moi, Émilie, je dis bah je vais y aller, les mecs, tu vois. Et du coup, l'année d'après, je l'ai eu. Bravo. Merci beaucoup. Et donc, ouais, comme quoi, faut pas écouter. En fait, très souvent, les gens qui vont vous empêcher de faire quelque chose, ce sont eux-mêmes qui s'empêchent de faire cette chose-là et qui ont du mal à vous voir réussir parce que ça leur rappelle à leur propre impossibilité et à leur Mm. propre, parfois, manque de courage, finalement, et leur propre peur. Alors, avoir des peurs, c'est légitime, il n'y a pas, y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Mais il faut faire Mais c'est attention une que les peurs des projection. autres ne deviennent pas nos propres peurs. Ouais. Mm. Super. Bon, alors du coup, sur le lien là, si on revient sur le lien avec les élèves, j'adore. Ouais. Euh, Qu'est-ce que, de cette première année là, que tu viens de nous raconter, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a permis que tu fasses du lien? En plus, du coup, tu peux
vu que tu étais dans un fonctionnement où il y avait plus ou moins que toi qui fonctionnait comme ça, qu'est-ce que tu fais de différent qui te permet de créer du lien tout en gardant le cadre? Déjà, premièrement, je leur parle de mon histoire à travers l'histoire d'un élève que j'ai eu. Et je leur explique le parcours catastrophique que cet élève a eu en début d'année. Et d'ailleurs, on me ressort beaucoup cette histoire. C'est-à-dire que je leur dis, bah voilà, je connais un élève qui a eu un parcours catastrophique à partir du collège, il était absentéiste, il a subi son orientation, il a eu 3,2 de moyenne, etc. Bref, donc voilà, et cet élève-là, il a commencé à avoir une carrière artistique. En fait, je parle de mon histoire. Et à la fin, je leur dis, ben cet élève, en fait, c'est moi. Et là, je vois leur tête qui est comme ça. Et je dis donc, premièrement, vous êtes beaucoup plus loin que moi, que ce soit intellectuellement ou alors au niveau de votre niveau scolaire, à l'époque où j'avais votre âge. Et donc, moi, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de vous. Parce que, enfin, beaucoup d'admiration, parce que vous avez réussi à faire quelque chose que je n'ai pas réussi à faire à votre âge. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'aimais pas l'école. Et je sais que pour beaucoup, vous n'aimez pas l'école et vous êtes mieux à la maison sur votre Switch. Et je peux vraiment le comprendre. Et je vais être très honnête avec vous, je suis mieux à la maison avec ma famille. C'est une réalité. Mais on va essayer de passer du bon temps. Troisièmement, j'ai autant de respect pour vous que je n'ai de respect pour vos parents, que j'ai du respect pour toutes les personnes que je croise dans ma vie au quotidien. Et ça, on n'a pas l'habitude de leur dire. Parce que pour eux, un prof, forcément, c'est une figure d'autorité et forcément, le respect lui est dû. Et moi, je pense que le respect, c'est quelque chose qui est mutuel et qui est réciproque. Et je leur dis, j'ai énormément de respect pour vous. Quatrièmement, si vous pensez que vous êtes face à quelqu'un qui sait tout, eh ben, vous vous trompez, j'ai beaucoup à apprendre de vous. Et vous allez m'apprendre pas mal de choses aujourd'hui, cette année, et j'ai hâte que vous m'appreniez des choses. Donc je commence par ça. Ça, c'est ma porte d'entrée. Et en fait, tu casses plein de stéréotypes à ce niveau-là. Et tu leur dis des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et j'aurais voulu qu'on me dise ça à leur âge. Tu vois, j'aurais vraiment voulu qu'on me dise ça à leur âge. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tous mes cours commencent par une anecdote. Mais une anecdote de vie. Et en fait, ça participe à plein de choses. Le vivre ensemble, la citoyenneté. Et je leur parle de mon quotidien. Ben, vous savez, et en plus, c'est vraiment des choses que je vis. Hein. Ce matin, je me suis arrêté à un feu rouge et il y avait un SDF. Et en fait, et ça, par exemple, c'est une histoire, tu vois, que je raconte et qui m'est arrivée. Et en fait, je parle avec lui. Donc, moi, j'avais rien à lui donner. Donc, malgré tout, j'ouvre la fenêtre et je discute avec lui. Et là, il me dit une phrase qui m'a choqué. Il me dit, ça va pas trop dur ce matin? Et là, je me dis, attends. Moi, je suis dans mon lit, chauffage, je suis dans ma voiture, au chaud. C'est lui qui est dehors qui me demande si ça va pas. C'est quoi la leçon qu'on peut retirer de ça? Parce que j'ai besoin de vous pour comprendre ça ce matin, les élèves. Et là, on a de vraies discussions profondes sur la vie. Et en fait, beaucoup de mes élèves me disent, monsieur, ce qu'on retient avec vous, ce sont ces anecdotes-là. Et en fait, on a face à nous des élèves qui sont criblés d'informations. Et si on veut créer du lien, il faut toucher leur cœur. Et comment on touche leur cœur? En les impliquant dans la réalité de nos vies et dans les histoires qu'on a à leur partager. Partageons des histoires de notre vie à nos élèves. Livrons-nous à eux. Alors, je ne dis pas de dire, oui, ce matin, je me suis embrouillé avec ma femme et je vais peut-être divorcer. Je ne parle pas de ça, tu vois. Mais je parle de leçons de vie qui peuvent participer au vivre ensemble, à l'abolition du harcèlement et aussi à la tolérance en classe. Et là, cette année, j'ai une classe qui est extraordinaire en termes de tolérance, de vivre ensemble. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc, je crée du lien comme ça. Tous mes cours commencent par une anecdote de vie ou alors une implication des élèves quant à une situation que j'ai vécue pour qu'on mette des mots sur ça. Et ça participe à leur citoyenneté. Et ça, je pense que c'est la base de tout. Ouais, et au développement de leurs compétences émotionnelles aussi. Là, c'est génial. Et je trouve que ce qui est important là, pour les personnes qui écoutent et peut-être qui se posent la question, c'est que dans tout ce que tu dis, il y a des choses, on sent, je t'ai fait parler de ton histoire tout au long de l'épisode, donc il y a des choses qui viennent de ce que toi tu es, de ce que toi tu as vécu, de ce que toi tu as ressenti. Et ce qu'on a... L'idée, c'est pas que les gens se mettent à raconter ton histoire, même s'ils peuvent la raconter. J'ai écouté un podcast, mais c'est, ce qu'il y a derrière ça, c'est de se dire... Autorisons-nous à ouvrir notre cœur, ça veut dire trouver aussi le juste curseur entre créer de la connivence sans créer de l'intimité. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Et parfois, quand on a peur de tomber dans de l'intimité, du coup, on oublie de créer de la connivence. Alors que créer de la connivence avec ses élèves, et tu as parlé de respect mutuel, pour eux, pour leur famille et tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit, et je leur dis parce qu'on ne me le dit pas assez et que moi j'aurais aimé l'entendre, et quel que soit ce qu'il y a derrière ça, je crois que c'est ça qui est important, dire des choses qu'on ne dit pas parce qu'on prend les choses pour acquises et on croit, comme tu as dit, que les choses sont indues, mais le dire. Et la deuxième chose aussi, c'est que on sent par ce que tu dis, c'est que tu ne fais pas que le dire, tu l'incarnes et tu portes ce que tu dis.
Parce que si je dis, moi, je vous respecte, et qu'ensuite, demain, tu me dis un truc et que je dis, oh, c'est nul ce que tu regardes, oh, c'est nul, je suis pas d'accord, etc., ça fonctionne pas. C'est aussi, du coup, l'annoncer, le dire, mais l'incarner sur la durée. Ouais, j'essaye en tout cas, mais ne vous dites jamais, ça c'est logique, je vais pas le dire. En pédagogie, pour moi, il n'y a pas de logique en pédagogie. Il n'y a pas de oui, mais ça, il n'y a pas besoin de le dire. Et aussi, hein, je leur dis, vous savez, moi, dans la vie, j'ai mis du temps à accorder ma confiance. Vous, c'est le contraire. Vous avez ma confiance déjà de base. Et je vous demande quelque chose, c'est de ne pas la trahir, s'il vous plaît. Et je compte vraiment sur vous. Ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Et je compte vraiment sur vous. Donc ça aussi, je pense qu'il faut tout expliciter à ce niveau-là. Et ouais, il faut bien évidemment incarner les choses. Alors ça, c'est un combat du quotidien. Mais tu sais, quand tu parles de tes anecdotes, ça leur permet à eux aussi de parler de leur monsieur, moi ça me rappelle quelque chose. Et moi je leur dis, mais vous êtes des gens bien. Laissez personne, et pas même un prof, et encore moins un prof, vous faire croire le contraire. Vous êtes des gens bien et vous l'avez encore prouvé. Ça vous dit qu'on bosse maintenant? Et bien sûr, et là ça leur dit qu'on bosse, tu vois. Et ça, c'est un pote qui m'avait dit ça. Il m'a dit, avant de commencer à être prof, j'ai demandé à mon meilleur ami, j'ai dit, ton meilleur prof, il faisait quoi? Et il m'a dit, on prenait 5 minutes pour parler avant les cours. Et ça changeait tout. Et je dis, tu sais quoi, je vais le reprendre. Et c'est parti de là en fait. C'est génial. J'adore. Bon, c'est super. Bon, au détour de ton parcours, je pense qu'il y a tout le monde a pu piocher plein de petites choses, peut-être qui vont les inspirer. Et voilà, moi, je trouve ça en tout cas hyper inspirant et je suis assez admirative de la façon dont tu as conscience en fait de tout ça et comment tout est entremêlé. Et vraiment, je te remercie d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Non, merci à toi. Merci à toi, Émilie. C'est cool. Si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi ou te suivre, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais, moi c'est Naïm Bouhouchma avec 2 fois OU. J'ai pas choisi, les gars, donc désolé. On fait ce qu'on peut. Donc c'est ça, sur YouTube, je parle de pédagogie. Sur Instagram, je raconte ma vie. J'écris beaucoup en ce moment, j'adore écrire. J'ai un podcast qui s'appelle OK Let's Go. D'ailleurs, on a fait un épisode avec Émilie. Elle m'a fait l'honneur et le plaisir d'accepter mon invitation. Et je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et après, j'ai un site internet qui s'appelle Ma Méthodo, sur lequel je propose des formations autour de la pédagogie et de la communication en classe et la préparation au concours. Donc voilà, en gros, si vous voulez me retrouver, et surtout prenez soin de vous, quoi. Ouais, c'est marrant, c'est ce que je dis à la fin de tous mes podcasts. Dédicace. Merci beaucoup, Naïm. Merci à toi, Émilie. Merci pour votre écoute. Après Gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.